Je suis très ravi de vous retrouver pour votre nouvelle émission Brian Talks, pour une émission spéciale qui sera bien sûr consacrée sur les violences conjugales. Dans cette première partie, nous allons bien sûr avoir un témoignage et en deuxième partie de cette émission, nous allons avoir le plaisir de recevoir le collectif Nous Toutes. Alors pour introduire cette personne que je reçois, je suis très ému, je suis très fier d'elle-même. Et un parcours très inspirant. Nos caddies en Guadeloupe, femme de bout. Ah, elles sont femmes de bout même. Et je suis très fier d'elle et elle va vous partager son histoire et croyez-moi, elle va vous donner énormément d'espoir. Bonsoir Cassandra, comment vas-tu? Bonsoir Brian, ça va très bien, merci. Et toi, ça va? Ça va, je vois, tu es toujours dans le sourire. Oui, toujours. Positivité, comme on dit. Toujours à fond. Alors, pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter? D'accord. Donc, je suis Cassandra, mère de 3 enfants, bientôt 4. Et du coup, je suis la fondatrice du concept Vivre pleinement, que découlent plusieurs concepts. Donc, le Talk Woman, le Talk God, le Talk Business Woman et bientôt le Talk Woman and Men. Alors, est-ce que tu pourrais, bien sûr, nous parler de ton parcours? Parce que je sais que toi, dans ton enfant, tu as vu des violences conjugales. Est-ce que tu pourrais un peu nous en parler? Oui, bien sûr, avec plaisir. Alors, effectivement, j'ai eu un parcours très compliqué, avec une belle jeunesse, mais c'est vrai qu'il était aussi, on va dire, jalonné par des violences conjugales, comme dans ma famille. On a vécu des moments très difficiles avec des coups, des cris, et c'est vrai que c'était des instants forts, voilà. Est-ce que dans ton enfance, par exemple, toi, tu voyais ces scènes où, par exemple, on te protégeait? Alors, j'étais protégée. Ma maman faisait en sorte qu'on puisse être dans une chambre, donc elle fermait la porte pour que justement on ne puisse pas voir les scènes. Mais par contre, on entendait bien tous les coups et les cris qui étaient par derrière. Ouais. C'est vrai, tu m'avais dit que tu avais 5 ans. Exactement. Et comment tu as trouvé cette force, cet état d'esprit? Parce que c'est vrai que lorsqu'on a 5 ans, lorsqu'on est un enfant, c'est pas toujours évident. On a du mal à comprendre, on comprend pas ce qui se passe. Comment tu as fait? Alors moi, je peux dire que quand même, j'ai eu une maman qui était très présente. Et je suis très honorée et bénie d'avoir eu la maman que j'ai eue parce qu'elle nous a toujours accompagnés. Donc, elle posait des mots sur les mots qu'on avait. Donc, il faut savoir que quand on est voilà, dans un cadre familial qui est très, on va dire, sensible, eh bien, la parole reste concentrée dans le cadre familial. Donc, nous tous, vu que je suis la deuxième de ma famille, mais j'ai quand même 3 frères, mais j'ai grandi avec mes 2 frères parce que mon troisième frère est né beaucoup plus longtemps dans le temps. Mais c'est vrai que mon frère qui a juste 3 ans avant moi et celui qui est juste après moi, qui a 3 ans après moi, on était très soudés. Et donc, ma maman nous faisait des cercles de parole où justement on avait cette possibilité de poser nos mots où on avait mal, où on s'en avait du mal à exprimer, souvent pleurer simplement aussi dans les bras de maman, ça faisait du bien, mais aussi elle nous accompagnait dans des séances de psychologie avec le psychologue. Est-ce que c'est difficile, lorsqu'on est un enfant, d'aller vers les autres? Parce que souvent, lorsqu'on voit ces scènes, on a souvent peur du regard de l'autre, comment les gens peuvent nous percevoir. Comment toi, en tant qu'enfant, comment tu l'as ressenti et comment tu as réussi à faire face à ce regard de l'autre? Alors, le regard de l'autre, étant petite, c'était très compliqué, très difficile, parce qu'on a un idéal. Voilà, faut pas qu'on se le cache. La société donne un idéal, surtout maintenant de nos jours. On expose un idéal de famille sur les réseaux sociaux, un idéal de cocon familial. Et c'est vrai que quand on n'est pas dans ce cadre, on se sent comme la boule mise à part, comme le vilain petit canard. Et c'est vrai que quand on n'est pas... Moi, je pense que c'est l'entourage. C'est l'entourage qui joue un vrai rôle capital quand on a des gens bienveillants autour de nous, parce que c'est vrai, on a peur d'en parler, peur d'être jugé, d'être pointé du doigt et qu'on puisse nous cataloguer dans une case. Mais quand on est bien entouré avec de la famille, même aussi avec l'éducation nationale, hein, c'est-à-dire que, voilà, dans mon école, ma maman avait quand même mis au courant les maîtresses. Donc, du coup, elles savaient, les infirmières savaient. Il y avait ce cadre tout autour qui était quand même assez allégé pour nous.
Comment ta maman a-t-elle trouvé la force de pouvoir partir? Parce que oui, c'est vrai, tes parents se sont séparés, mais comment elle a-t-elle trouvé cette force en disant stop? Quel a été le déclenchement et qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là? Alors, à partir du moment où ma mère a dit stop, c'était pas au moment où ils se sont séparés, mais c'était un jour où on était, mes frères et moi, on était dans une pièce et il y avait c'était le moment de dispute, le moment de, voilà, difficile. Et je me souviens, mon grand frère qui m'a dit, qui nous avait dit, à moi et mon petit frère, vous restez là, vous restez dans la chambre. Et moi, pour arrêter tout ça, pour stopper tout ce mal-être, parce on est fatigué avec ça, vous me suivez, mais d'abord, je vais sauter par la fenêtre et ensuite, vous allez me suivre. Et en fait, j'ai vu mon grand frère sortir de la pièce et nous, on le surveillait, mais on restait dans la pièce cachée. Et par contre, ma mère, je sais pas, elle a eu un moment dans toute la dispute où ça se passait, dans tous les cris, etc. Elle a eu un moment, je sais pas, je pense que c'est l'instinct maternel. Et elle a vu que, voilà, il y avait un souci. Et elle a vu mon grand frère qui allait mettre sa jambe par la fenêtre. Et elle a crié, elle a pris mon grand frère dans ses bras. Et elle s'est dit, à partir de ce jour-là, c'est fini. Il n'y aura plus de dispute. Il n'y aura plus de coups, il n'y aura plus rien. Et en plus, vous étiez, tu m'avais dit, au 16e étage. Oui, on était au sixième. En tout cas, c'était un vrai très, très haut bâtiment. 6e ou 8e étage, je ne me souviens plus. Mais c'est vrai que, ouais, on était au dernier étage. Oh là là. Oui. Toi, j'ai pas les mots. Ouais. J'imagine pas la scène. C'était très difficile, mais je pense que c'est ce qui a... Très clairement, c'est ce qui a été l'alarme, le déclenchement de tout. Alors, c'est vrai que tes parents se sont séparés. Oui, par la suite. Et je sais que toi, ça a été très, très compliqué. Oui. Parce que tu m'avais beaucoup confié, par exemple, quand tu t'es mis en couple, oui. tu as rencontré des obstacles. Exactement. Et je sais que ça a été un moment pour toi difficile. Est-ce que tu pourrais un petit peu nous en parler? Totalement. Alors, oui, c'était très compliqué, effectivement. Parce que il faut savoir que je me suis fait accompagner lorsque j'ai été dans ma jeunesse. Et puis plus tard, en grandissant, je n'ai pas forcément continué cet accompagnement. Donc, je me suis mis en couple avec le père de mes enfants. Et il y a eu des moments, aujourd'hui ce n'est plus, merci Seigneur, mais c'est vrai, avant, voilà, il faut dire les choses clairement, ça m'arrivait, moi par contre, de pouvoir lever la main sur mon compagnon. Parce qu'effectivement, lorsque j'ai grandi dans ce cadre-là, je me suis toujours dit, je vais refuser qu'un homme puisse lever la main sur moi. Je lèverai la main avant qu'il lève la main sur moi. Donc, c'était une forme de défense pour moi. Moi, j'ai grandi avec cette forme de défense, de me dire, je ne vais pas laisser ça arriver. Et donc, du coup, lorsque on avait nos disputes, lui, il s'exprimait avec ses mots. Mais moi, je ne plaçais pas des mots, je plaçais des tapes avec ma main. Et en fait, ça a duré dans le temps, jusqu'à un bon jour où j'ai eu mon déclic aussi. Et je sais que ton mari a fait quelque chose que beaucoup de victimes font, et est allé à la gendarmerie. Exactement. Alors, est-ce que ça, tu pourrais nous parler, si tu veux, bien sûr, de cette expérience? Est-ce que tu pourrais nous en parler? Avec grand plaisir. Oui, il est allé à la gendarmerie parce qu'il me disait souvent, chérie, arrête, il y a les enfants. Surtout qu'à l'époque, on avait notre première, qui aujourd'hui a 12 ans. Et donc, elle ne voyait pas toutes les scènes parce qu'elle n'était pas là tout le temps, mais ça lui arrivait de voir certaines scènes. Et c'est vrai que il y a une fois où je me suis dit, où on s'est disputé, où je l'ai claqué, je ne sais plus ce que j'ai fait, je l'ai claqué. Mais vous savez, là, c'est vraiment la claque, quoi. C'est pas la petite claque, c'est vraiment la claque. Et donc, du coup, il m'a regardé, il m'a dit, non, cette fois-ci, ça va beaucoup trop loin. Et lorsque ça a été fait, il est parti. On s'est séparés pendant un certain temps. Et quand il est revenu à la maison, il m'a dit, maintenant,
j'ai pris une décision. Je lui ai dit, ah bon, c'est quoi la décision? Et il m'a dit, ben, j'ai été à la gendarmerie parce que j'avais besoin de conseils et j'ai déposé une main courante. Et de là, quand il a déposé la main courante, il faut savoir qu'aujourd'hui, les mains courantes sont transformées en plainte quand ce sont des violences conjugales. Et donc, par la suite, la gendarmerie a pris contact avec moi et ils m'ont demandé de pouvoir me rendre à la gendarmerie pour pouvoir continuer comment dire, toute la manipulation, procédure qui avait déjà été enclenchée. Et le monsieur m'explique que votre compagnon n'a pas déposé plainte. Il n'a pas déposé plainte, il ne voulait pas déposer plainte parce qu'on lui a posé la question, mais sauf qu'une main courante, maintenant, aujourd'hui, est transformée en plainte. Et donc, quand il m'a dit ça, et je lui ai dit, OK, d'accord, donc c'est quoi la procédure? Et il m'a dit, mais on va vous prendre vos empreintes, on va vous interroger, on va prendre votre photo. Et en fait, de vivre tout ça, il m'a dit également que je vais passer au tribunal avec mon compagnon face à un juge pour traiter l'affaire. Et en fait, de vivre tout ça, ça a été l'élément déclencheur pour moi. Me dire non, c'est trop, c'est trop. Il faut que ça s'arrête. Je ne peux pas faire vivre à ma famille ce que moi j'ai vécu plus petite. Non, je refuse que ce lien-là se perpétue de génération en génération. Et donc, c'est pour ça que je me suis dit non, je me ferai aider. Je me suis fait aider. Et donc, aujourd'hui, ça n'arrive plus. Mais c'est parce que j'ai eu mon déclic. Je me suis dit, c'est fini, ça doit cesser. Voilà. Bon, j'ai savoir qu'elle plairait. C'est une chair de poule. Ouais, c'est dur à en parler. Non, mais tu sais, t'es vraiment une leçon de vie. Hein. Tu me mets les jetons, là. Hein. Waouh. Ah non, je suis en admiration. Parce que je sais à quel point que lorsqu'on est un enfant, on ne s'imagine pas, hein. Parce que quand tu es enfant, tu ne comprends pas et tu as souvent peur de reproduire. Exactement. Et tu l'as reproduit, mais tu as eu ce déclic en te disant un jabon, ça suffit. C'est ça. Et pour en profiter, parce que je sais que toi, tu as beaucoup travaillé sur toi, tu as beaucoup développé cette confiance en toi, est-ce que tu peux dire que les moments difficiles qu'on vit, que ce soit dans notre enfance, dans notre parcours de vie, c'est ce qui va nous permettre, au fil des années, de devenir la personne qu'on veut être? Ah, mais totalement. C'est-à-dire que tout ce que j'ai vécu aujourd'hui, que ce soit dans mon enfance, aujourd'hui en tant qu'adulte ou avec ma famille, ce sont des épreuves qui m'ont permis de me transcender aujourd'hui. Toutes ces épreuves, et je pense que ça va faire écho dans le cœur de beaucoup de personnes, c'est-à-dire que les épreuves qu'on vit nous permettent de nous transcender. Ce n'est pas une épreuve, ne peut pas nous terrasser. On ne peut pas avoir une épreuve beaucoup trop lourde pour nous. Non, c'est qu'on a un message à en tirer. Il y a quelque chose qui va nous faire grandir à travers cette épreuve. On doit avoir un leitmotiv derrière cette épreuve. Au début, on ne le comprend pas forcément, mais par la suite, on se dit « Ah, ok, je comprends pourquoi je suis passée par là. » Et je rebondis d'ailleurs en te disant que, oui, effectivement, ce que j'ai vécu, moi, quand j'en parle autour de moi, aux femmes, ça fait écho en elles. Et il y a certaines femmes qui peut-être n'ont pas le courage d'en parler, ou elles n'ont pas le courage de pouvoir dire stop, mais le fait de se dire « Ok, elle l'a fait, moi, je suis capable de le faire aussi. » Je sais que tu as créé un événement qui s'appelle le Talk Woman. Exactement. Est-ce que ça te dit qu'on voit un petit extrait? Avec plaisir. Et qu'on en parle juste après? C'est parti, on lance la vidéo et on se retrouve tout à l'heure. Ça te fait quoi quand tu vois ces images? Alors, il faut savoir que c'est moi qui crée les contenus de la page Instagram du Talk Woman. Et quand j'ai créé cette vidéo, je l'ai créée et j'ai été remplie d'émotions. Parce qu'en fait, ce sont des images exactement de ce qu'on vit au Talk Woman. Donc, on vit beaucoup d'amour, beaucoup de partage, beaucoup de pleurs. Il y a beaucoup de pleurs. Il y a beaucoup de déconstruction pour de la reconstruction. Il y a beaucoup de femmes qui viennent avec ce besoin de pouvoir passer à plus
voilà, de pouvoir sortir de ce qu'elles sont et d'avoir cet espoir en elles, de se dire, OK, je suis dans un cadre qui m'est réservé, qui me permet de grandir, qui me permet d'évoluer, où je serai entourée d'amour et de bienveillance. Et donc, ces images, cette vidéo représente totalement, parfaitement bien ce que je veux représenter du Tolkien. C'est une manière aussi pour toi de redonner tout ce que tu as reçu et aussi de montrer à toutes ces femmes que malgré ce qu'on peut vivre, par exemple les violences, vous avez de l'espoir. Et en fait, vous êtes unique. C'est ça le message que tu souhaites lancer. Bien sûr. Mesdames, la vie est remplie d'espoir. La vie est tellement unique, tellement magnifique, elle mérite d'être vécue. Et je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure, les moments difficiles sont là pour nous transcender, nous permettre de passer à une autre étape de notre vie et de vivre à une vie plus excellente que ce qu'on vit actuellement. Alors, c'est vrai qu'avec ton mari et t'as des merveilleux enfants, oui. Ça s'est beaucoup amélioré. Ah oui, beaucoup. Et moi, je sais que j'ai vu une petite vidéo oui. qui était très, très émouvante. J'aimerais vraiment te le faire vivre. Et on se retrouve tout à l'heure pour en parler. C'est parti, on lance la vidéo en famille. Tu connais tout de moi, tu connais mes secrets, mes succès, je les partage avec toi. Je remercie Dieu d'avoir avec moi, je pourrais plus me passer de toi. Et quand l'ami devient amour, c'est quand l'amitié devient amour. Toutes les histoires devraient commencer comme ça. Quand je suis avec toi, je suis moi. Je t'aime à en crever, mais je n'ose pas le dire. J'ai peur que ces mots te fassent fuir, mais si tu veux que je fasse un bout de chemin dans ta vie, juste fais-moi un signe. Bon. Ouais. Oh. Tu sais que tu disais, je suis très famille, moi. Ouais. Et c'est ça grave compliqué. Waouh. Ouais, le fait de revoir ça aussi, ouais, ça me fait quelque chose. Ça te fait quoi? Est-ce que là, tu peux dire qu'en voyant cette image, tu peux dire que tu as réussi, malgré tout ce que tu as vécu? Oui. Chaque jour, je me dis que je réussis. Je m'approche un peu plus de la qualité de vie de famille que je veux donner à ma famille. C'est pas évident, on va pas se le cacher. Mais ça vaut le coup. Ouais, je suis pas émotive de nature, mais... Quand tu vois cette vidéo, ça, ouais. ça te procure une belle gratitude. Surtout quand tu sais d'où tu sors, tout le chemin que tu as parcouru, tu te dis, OK, j'y suis arrivée. Comme on dit chez nous, ou Tchabered. Hein? Ouais. Ou Tchabered. Tu sais, il y a quelque chose que j'aime bien chez toi, c'est tout le temps cette positivité. Tout le temps, tu l'as. Dire, des fois, tu peux avoir mettre des obstacles, tu gardes toujours le sourire. Est-ce que le fait de garder le sourire aussi, d'avoir un entourage, comme tu l'as très bien dit, qui est derrière nous, qui nous aide à toujours tenir jusqu'au bout, est-ce que ça nous donne, comme on dit, la force, et comme on dirait très bien la citation de Jim Rohn, vous êtes les 5 personnes que vous fréquentez et qui vous entourent. Oui, qu'est-ce que tu dirais? Je suis entièrement d'accord. Je suis d'accord parce que certains diront que le cadre familial ou encore les proches ne comptent pas. Voilà, vous devez être fixé sur votre objectif. Je suis entièrement d'accord. Mais quand on a un cadre qui nous entoure et qui nous porte pour aller vers l'avant, ça donne 2 fois plus d'élan. Et c'est important d'avoir ce petit cadre. On n'est pas obligé d'être entouré de 10, 20, 30, 40 personnes. Peut-être sur une doigt de la main. Avoir des personnes sur qui on peut compter, sur qui on peut poser notre tête, pleurer 5 minutes, se dire, ça ne va pas, mais je sais qu'aujourd'hui, peut-être tes mots vont me faire du bien. Ou juste se réjouir aussi quand tout va bien, c'est important. Et moi, je marche avec une phrase, c'est que tout est parfait. Ouais. Ça, c'est ma phrase. Alors, il nous reste quelques minutes avant la fin de cette première partie. Je sais que toi et tes parents, vous avez une relation très soudée. Oui. Et je sais que lorsqu'on a vécu violence conjugale, même dans les moments difficiles, tu me diras, savoir pardonner, c'est pas quelque chose de facile. Parce que les gens ont toujours l'impression que pardonner, c'est « Ah oui, je pardonne, je cautionne ».
tu pardonnes, tu n'oublies pas, mais tu pardonnes. Exactement. En quoi pour toi le fait d'avoir créé cette relation saine avec tes parents et le fait de pardonner t'a permis à toi personnellement d'avancer? Pourquoi c'est important à tes yeux? C'est important parce que mon père m'a rappelé un jour, quand un jour on s'est disputé dans mon adolescence, et il m'a dit, ma fille, faut que tu saches quelque chose que tu ne vas pas comprendre aujourd'hui, mais que tu comprendras demain. Je ne peux pas donner ce que je n'ai pas reçu. Et je le comprends. Et à partir de ce moment, en fait, ça a résonné en moi, ça a marché en moi, mais je ne l'avais pas encore saisi. À partir du moment où j'ai commencé à grandir, avoir une vie de famille, là, j'ai compris. Effectivement. Et d'ailleurs, j'ai grandi aussi avec une mère qui m'a rappelé, on ne devient pas parent, on apprend à être parent. Et effectivement, je comprends totalement ce qu'ils disent parce que, étant donné que je suis dans cette situation, j'ai commis des erreurs. Aujourd'hui, mes erreurs m'ont permis de pouvoir aller de l'avant. Et pourquoi ne pas pardonner mes parents? Ouais. Pourquoi ne pas les pardonner? J'ai fait des erreurs comme eux, je fais des erreurs comme tout le monde. Pourquoi ne pas les pardonner? Bien au contraire, on doit construire un cadre d'amour, un cadre d'unité pour que justement on puisse s'élever ensemble. Donc non, il faut les pardonner. Moi, j'aime énormément mon père. Je le respecte parce qu'aujourd'hui, il en parle avec moi. Aujourd'hui, on met les choses carte sur table, on en discute. Oui, c'est vrai, c'est quelque chose qui nous a marqués, mais qui nous a construits aujourd'hui. Donc, on peut pas oublier cette partie de notre vie. Donc, j'aime mon père et je le pardonne, bien évidemment. C'est une évidence. Et ma mère, je l'aime aussi également. Alors, il nous reste 3 minutes à la fin de cette première partie. J'aimerais que tu regardes cette caméra. Je voudrais que tu t'adresses à une jeune ou à toute personne, que ce soit homme ou femme, tout le monde qui vive des violences conjugales, de plein de difficultés. Quel message tu souhaiterais lui adresser? Je te laisse regarder cette caméra. À toi qui vis des moments difficiles, où tu sens que tu n'es pas en mesure de passer ce cap difficile que tu vis, sache que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. La vie ne s'arrête pas au moment où tu vis ce moment difficile. Regarde bien plus loin. Bien plus loin, tu vois la petite lumière toujours qui brille. C'est parce qu'il y a de l'espoir. Tu as toute la force en toi, tout le courage en toi pour transcender dans ton épreuve. Entoure-toi des personnes qui croient et qui comptent en toi. Elles sont là pour te guider, pour t'accompagner. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Tu as le droit de pleurer, tu as le droit d'être fatigué. Mais tu es forte, tu es courageuse. Et toi aussi, homme, tu es fort, tu es courageux. Je suis très fière de celle que je suis, mais je suis d'autant plus fière de celui que tu es ou de celle que tu es. Parce que de là où tu es, tu continues de te battre. Et ça vaut le coup. Continue. Cassandra, merci pour cette magnifique interview. J'en ai encore des frissons. Je crois que j'en ai encore des frissons encore plus. Merci encore. Tu sais, je te le dis encore une fois, tu es quelqu'un d'unique, que j'admire beaucoup, que tu m'inspires au quotidien. Et je crois qu'il y a une chose qu'on a renforcée en toi, c'est la lumière qui brille dans tes yeux. Et c'est ce qui illumine complètement la personne que tu es. Comme on dit, au son fin de Boutchemberid. Alors, nous approchons la fin de cette première partie. Nous allons bien sûr nous retrouver tout à l'heure. Et bien sûr, nous allons marquer une petite pause pub et on se retrouve tout à l'heure dans la deuxième partie avec le collectif Nous Toutes. Rebonjour à tous, donc nous sommes de retour dans cette deuxième partie qui est consacrée aux violences conjugales. Alors comme je vous le disais en introduction, je reçois donc le collectif Nous Toutes et nous avons la joie de recevoir Laurence qui va nous parler vraiment de la violence conjugale, des mécanismes et aussi de présenter bien sûr Nous Toutes. Bonsoir Laurence, comment vas-tu ? Bonsoir Brian, écoute, moi je vais très bien, je suis très contente d'être avec vous, avec Cassandra qui nous a fait un super témoignage. Vraiment merci et bravo Cassandra. Merci beaucoup. Oui, donc je suis Laurence,
Je suis coordinatrice du comité, du comité local Nous Toutes en Guadeloupe. Donc, pour vous situer, Nous Toutes, en fait, c'est un collectif national qui existe depuis 2018 avec des comités locaux qui sont dispatchés dans différentes villes de l'Hexagone et de l'Outre-mer. Il y en a à peu près une centaine. Et donc, c'est un collectif féministe qui lutte contre les violences de genre, dont sont les violences en général aussi, dont sont victimes massivement les femmes, les enfants, les hommes aussi parfois, parce que voilà, tout le monde peut être victime. Et nous luttons aussi, donc, au niveau des violences de genre, contre le racisme, contre le handicap, contre l'homophobie, contre la transphobie. En fait, on lutte un peu contre toute forme de discrimination. Voilà. Et nous faisons des actions nous faisons beaucoup de prévention. Nous sommes présents sur les réseaux pour communiquer, surtout au niveau de la prévention. Alors, avant qu'on parle bien sûr des mécanismes, est-ce que vraiment on peut venir parler sur l'histoire, bien sûr, qui est Nous Toutes, qu'on découvre, quels sont ses objectifs et quels sont ses modes d'action? Est-ce que vous pouvez présenter le tout? Alors, comme je te disais, donc, Nous Toutes participent déjà à des marches concernant le 8 mars et le 25 novembre, qui sont deux dates importantes dans l'année, où il y a différentes manifestations dans beaucoup de villes. Après, nous faisons aussi donc des actions de prévention, de formation auprès du public, donc comme je vais faire un petit peu dans ton émission. Et nous faisons aussi, nous communiquons beaucoup sur les réseaux pour tout ce qui est la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Voilà. En quoi c'était important pour le collectif Nous Toutes de pouvoir faire des formations, bien sûr, qui s'adressent au grand public? En quoi c'était important pour vous? C'est important pour nous parce que reconnaître, par exemple, les mécanismes de la violence, une fois qu'on les reconnaît, on peut en informer les autres personnes, on peut éventuellement reconnaître justement quelqu'un qui est victime de violence et pouvoir aussi intervenir. Parce que le but, effectivement, c'est de faire diminuer ces violences. Donc se former, c'est primordial, et les violences sexistes et sexuelles c'est systémique, c'est-à-dire que ça touche toute la société, toute la population, et au plus les gens seront formés et au moins ils auront peur, et au plus ils pourront intervenir pour éviter ces violences et les détecter. Alors, est-ce qu'on peut en parler, bien sûr, des mécanismes, bien sûr qu'on va bien sûr afficher tout à l'heure, mais est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur les mécanismes de violence conjugale? Oui, bien sûr. Alors, dans les mécanismes des violences, donc, il y en a 5 qui ont été définis. Pourquoi c'est important, justement, comme je disais tout à l'heure, de les reconnaître, parce qu'une fois qu'on les reconnaît, on peut s'adresser à quelqu'un qui subit ces violences, et on peut donc intervenir. Voilà. Donc, dans les mécanismes des violences, il y a d'abord l'isolement. Donc, la personne va être victime déjà d'isolement, c'est-à-dire qu'on va couper un peu les ponts entre sa famille, ses amis, et du coup, cette personne qui va être victime, elle va se retrouver isolée de son contexte, et ça sera difficile pour elle, effectivement, de sortir de ce contexte, puisque elle se retrouvera seule, quoi. Voilà. Est-ce que toi, Cassandra, tu as vécu aussi de l'isolement, par exemple? Dans la violence conjugale? Oui. Oui, on a vécu une certaine violence au niveau de l'isolement. Effectivement, comme je disais tout à l'heure, hein, on construit un cadre de cercle fermé où justement on essaye que cette action grave qui se passe se reste dans le cocon familial. Donc il y a un certain isolement.
Un autre exemple. Un autre mécanisme aussi, donc le deuxième, ça va être la dévalorisation. Donc la dévalorisation, comment ça se traduit? C'est-à-dire que la personne, elle va se retrouver dévalorisée à plusieurs niveaux. Donc ça peut être au niveau de son physique, ça peut être au niveau de sa profession, ça peut être au niveau de sa parentalité. Voilà, elle a l'impression que tout ce qu'elle fait, c'est jamais bien, c'est jamais valable, ça n'ira jamais. Donc voilà, ça c'est on dévalorise la personne. Après, donc, en troisième, il y a l'inversion de la culpabilité. Si jamais on essaye de faire au mieux, il y aura toujours quelque chose qui n'ira pas malgré ça. On va essayer de faire les choses comme on nous a demandé de les faire, mais malgré ça, il y aura une deuxième vision qui sera, oui, tu as fait quelque chose, mais voilà, il faudrait que tu le fasses mieux. Souvent, c'est comme ça que se traduit l'inversion de la culpabilité. Est-ce que toi, Cassandra, dans les deux mécanismes qu'elle vient d'annoncer Laurence, est-ce que ce sont des choses que toi, tu te reconnais? Est-ce que ce sont des choses que toi, tu as pu voir aussi dans ton enfance? Oui, bien sûr. La culpabilité, c'est le deuxième point que Laurence a mentionné. Et oui, j'ai des souvenirs très frais, oui, de cette période de culpabilité que justement, on va dire, la victime subit. Donc oui. Est-ce qu'on peut dire que cette culpabilité qu'on vit, d'ailleurs, lorsqu'on traverse les violences conjugales, c'est aussi une perte d'estime de soi-même et c'est aussi un enfermement aussi? Ah, mais complètement. Parce que vu qu'on veut nous faire passer pour quelqu'un qui est incapable, on se renferme sur soi, on perd sa confiance en soi, on perd son estime de soi et on se renferme complètement sur soi, bien sûr. Tout à l'heure, tu as parlé de dévalorisation. Et donc, est-ce qu'on peut dire que les mots qu'on aura bien sûr entendus peuvent beaucoup aussi nous impacter dans nos vies aussi, mine de rien? Oui, parce que du coup, après, ça peut toucher, comme je disais, même dans son milieu professionnel, on se remet en doute, on se remet en question surtout, puisqu'il y a quelqu'un qui est au-dessus et qui, petit à petit, va nous inculquer comme quoi presque on est nul. Alors, on va essayer de faire toujours mieux, mais ça n'ira jamais. Et du coup, il y a un renfermement vraiment qui est énorme sur soi, quoi. Alors, on sait que dans les mécanismes de violence conjugale, on sait qu'il y a aussi l'instauration de la peur. Ah oui. Est-ce que ça, tu pourrais nous en parler? Alors oui, la menace et la peur, c'est en fait un des plus gros facteurs au niveau des violences conjugales. C'est-à-dire que quand on a une relation, c'est pas normal d'avoir peur de quelqu'un. Enfin, normalement, il y a les choses qui rentrent en compte dans une relation, justement, c'est la complicité, c'est... voilà, on a confiance l'un dans l'autre, on sait qu'on peut communiquer, qu'on peut discuter. À partir du moment où le facteur de la peur rentre en jeu, c'est vraiment un facteur qu'il faut... C'est comme une sonnette d'alarme. C'est pas normal d'avoir peur dans sa situation de couple. Est-ce que toi, Cassandra, je sais que toi, tu étais petite, tu avais 5 ans. Est-ce qu'à chaque fois, quand tu rentrais dans l'école, tu avais toujours, tu sais, cette boule au ventre à chaque fois en te disant oh, si je rentre, ça recommence, ça recommence. Est-ce que toi, tu as eu ça aussi? Non, par contre, le moment où j'avais le plus peur, c'est quand j'entendais, par exemple, le ton monter. C'est là que j'avais très, très peur, où je me suis dit, ah, ça va recommencer. Comment je peux calmer maman? Comment je peux calmer papa? Pour, voilà, essayer de les faire rire, essayer... En tant qu'enfant, on essaie toujours de trouver une solution à notre mesure d'enfant, hein, pour essayer de calmer les choses, mais c'est vraiment là que s'enclenche la peur. Alors, je reviens vers toi, Laurence. Oui. Est-ce que tu aurais quelques chiffres au niveau de la Guadeloupe, le nombre de personnes qui sont
victimes? Alors oui, j'ai des chiffres en fait qui sont basés sur l'outre-mer. C'est une étude qui s'appelle Virage, qui a été menée par l'INED en 2018, parce que bien sûr on ne sort jamais des chiffres comme ça, hein. C'est toujours des chiffres qui sont issus d'enquêtes, qui sont issus de recherches, pour qu'elles soient vraiment valables et véridiques, quoi. Donc dans ces chiffres, au niveau... déjà, je vais vous donner un exemple. C'est que, est-ce que vous savez, par exemple, dans l'Hexagone, au niveau, combien il y a de femmes qui se retrouvent en situation de violence conjugale? Par exemple, sur... je vais vous le dire. Dans l'Hexagone, c'est une sur 10. Une femme est victime de violences conjugales, voilà, sur 10. Et en Guadeloupe, c'est 1 sur 5. Ouais. Voilà. Ah oui, d'accord. Donc, Et on se rend compte vraiment que le problème, il est important. Mhm. alors, c'est vrai que j'aimerais avoir ton avis, Cassandra, quand tu vois ces chiffres. Est-ce que c'est là où aussi on peut se poser la question, je vais vous demander votre avis. C'est vrai que les médecins, les policiers sont formés. Est-ce qu'on peut dire que les professionnels sont-ils assez formés sur cette question, ou il faut vraiment qu'on les accompagne encore plus? Je voudrais vous laisser tous les deux réagir. À toi, Laurence. Oui. Alors, d'une manière générale, ce qui est positif, c'est que oui, déjà, il y a de plus en plus de personnes qui sont sensibilisées et formées. Il y a des gens qui font un travail extraordinaire. Moi, comme je dis, dans des cas de violence, quand on commence à vouloir contacter, que ce soit des associations, éventuellement aller porter plainte, des choses comme ça, oui, on peut tomber sur des personnes qui sont compétentes parce qu'elles ont été formées. Le but, effectivement, c'est que le maximum de personnes soient formées, reçoivent des formations avec un langage adapté pour recevoir avec bienveillance la victime. Écouter sa parole, c'est l'essentiel. Écouter sa parole, justement, ne pas intervenir en contredisant la victime, en justement lui instaurer la culpabilité de ce qu'elle a subi. C'est des choses qu'il ne faut jamais faire. Et pour avoir un discours cohérent et recevoir la parole des victimes, oui, il faut avoir été formé. Et heureusement, voilà, on l'est de plus en plus. Et nous, le but du collectif, c'est ça aussi, c'est de former le public à recevoir et à écouter la parole des victimes. Est-ce que toi, par exemple, Cassandra, je sais que tu m'as dit tout à l'heure que tu as été accompagnée par les écoles. Est-ce qu'il y a des mots que toi, on t'a dit et qui t'ont beaucoup aidé, tu vois, à avoir la force? Est-ce que tu as des mots qui t'ont marqué? Comme ça, là maintenant, j'ai pas de souvenir clair, mais je sais que oui, on m'a bien accompagnée, c'est-à-dire que le corps enseignant accompagnait, nous accompagnait les personnes sensibles dans ce cadre-là. Et c'est vrai que, par contre, je me souviens, ça allait bien plus loin, que ça restait pas uniquement dans le cadre de l'infirmerie, mais ça allait même dans la classe. Ça veut dire que la maîtresse avait toujours un petit regard bienveillant pour moi. Et c'est là que c'était rassurant. Je ne me souviens pas de phrases, mais par contre, le comportement était très rassurant et très bienveillant. Alors, quels sont les mots, Laurence, à dire à une victime qui vivent les violences conjugales? Ça, c'est très important, effectivement, Brian. C'est vraiment parce que une fois qu'on a détecté donc les mécanismes des violences chez une victime, on ne sait pas quoi faire. Donc, il faut savoir aller éventuellement la voir, puisqu'on a repéré des signaux qui sont visuels. Donc on a vu des signes, ou on a entendu aussi certains signes, certains bruits, si c'est ça se passe chez les voisins ou dans des appartements, voilà, on a entendu des bruits. Donc on se dit, mais voilà, qu'est-ce que je peux faire? C'est très compliqué. Et le mieux, en fait, c'est d'aller voir la personne et en discutant,
de lui poser la question. Alors je sais que ça peut paraître choquant de faire ça, de lui demander est-ce que tu es ou est-ce que tu as été victime de violence, mais c'est quelque chose qui est vraiment nécessaire. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est que même si cette personne, en recevant votre interrogation, elle va peut-être être interloquée, elle va peut-être pas vous répondre, elle va peut-être vous mentir aussi, mais vous avez ouvert une porte, vous avez ouvert un canal, elle a entendu ce que vous lui avez dit, et peut-être qu'aujourd'hui, elle ne va pas vous parler, mais peut-être qu'un jour, quand elle aura une visualisation plus claire de la situation, elle se dira « Mais tiens, je me rappelle, un tel, elle m'a parlé, elle m'a posé une question, donc je peux retourner la voir parce que je sais qu'elle, elle sera à mon écoute. » Est-ce que tu aurais quelques exemples de mots oui. qu'on peut dire? Donc, une fois que cette victime est venue vous voir, vous pouvez lui dire face à sa parole, déjà, l'essentiel, c'est « je te crois ». Voilà. Au moins, ça la soulage. Ouais. On la croit, pour une fois, elle est crue. Parce que peut-être qu'avant, elle a essayé d'en parler, mais on lui a dit, mais non, c'est pas grave, t'inquiète pas, voilà. Mais là, au moins, on lui dit, je te crois. Après, qu'est-ce qu'on peut lui dire? On peut lui dire aussi... La loi aussi. Voilà, tu as bien fait de m'en parler, tu peux être protégé. Il y a des instances qui sont prévues pour ça. Et on peut lui dire aussi, par rapport à la menace, à la peur, on va lui dire, la loi l'interdit. Et on va mettre un cadre collectif, en fait, tu es protégé. Alors, quels sont, au niveau des tranches d'âge, quels sont les types de victimes qui sont le plus impactées? Alors, les tranches d'âge qui sont le plus impactées, où il y a de la violence conjugale, c'est la tranche d'âge entre 20 et 29 ans. Alors c'est pareil, j'ai un chiffre, 27% des femmes de 20 à 29 ans déclarent des violences conjugales. Donc on n'est pas très loin de un tiers. Alors tu me disais à un moment un autre chiffre aussi, qu'il y avait 80% des femmes qui étaient victimes, mais on a aussi 20% aussi des hommes aussi. Ah oui, bien sûr, les violences, ça touche, comme j'ai dit au début, ça touche ça peut toucher tout le monde peut être impacté, les femmes, les enfants, les hommes, tout ce qui est minorité, et des fois il y a des facteurs aggravants aussi, c'est-à-dire que par exemple certaines comment dire, vous allez être plus discriminé par rapport à, je ne sais pas, ça peut être la religion, ça peut être la race, ça peut être beaucoup de choses en plus qui peuvent se cumuler, ce qui fait que ça fait des facteurs aggravants aussi de discrimination. Alors je sais que toi tu es aussi psychothérapeute, je sais que tu as dû recevoir aussi beaucoup de victimes, je sais que toi aussi Cassandra tu pourras nous en dire un petit peu plus. D'ailleurs, quand tu les vois, quand tu les rencontres, qu'est-ce que tu observes surtout chez ces victimes? Alors oui, les traumatismes des victimes et les syndromes post-traumatiques, ça a de nombreuses conséquences sur les victimes, puisqu'en fait, tout le travail qui a été fait par la personne, l'agresseur, ça s'est cumulé vraiment petit à petit, ça a pris beaucoup d'années, et donc les facteurs post-traumatiques sont très importants. Au niveau psychologique, il y a bien sûr de la détresse, une perte de confiance en soi, une perte d'estime de soi, de l'anxiété, des crises d'angoisse ou de panique. Après, tout le monde n'est pas impacté de la même manière et les choses peuvent arriver à des moments différents. Par exemple, les crises d'angoisse ou de panique, ça peut être à un moment donné où la victime, elle va se retrouver à l'extérieur. Elle est tout à fait normale, elle fait ses courses, et par exemple, et d'un seul coup, elle va sentir une odeur, avoir la vision de quelque chose qui lui rappelle son trauma, ou entendre des bruits aussi, et du coup, ça va la replonger dans son traumatisme. Peut-être, Cassandra, tu penses à quelque chose? Il aurait quelques minutes.
Alors Cassandra, je sais que toi tu es dans le talk woman, tu reçois aussi beaucoup de personnes. Qu'est-ce qu'elles te disent et comment toi aussi tu les accompagnes aussi? Alors effectivement, je reçois beaucoup de femmes qui vivent des moments très compliqués de leur vie, qui en partagent, parce que voilà, le talk woman, ça porte bien son nom, c'est de la discussion entre femmes. Et donc chacune vient, donne son histoire, partage son histoire, et on les reçoit dans un cadre très bienveillant, c'est-à-dire on crée tout un cocon autour pour qu'elles puissent se sentir à l'aise à l'ouverture de la parole. Mais c'est vrai que c'est difficile d'entendre tous ces moments durs qu'elle passe. Et quand elle se livre à nous, il faut savoir que je ne suis pas toute seule, il y a des professionnels à mes côtés. Voilà, je suis accompagnée de professionnels qui les accompagnent également avec moi dans la démarche de la reconstruction. Alors Laurence, comme il nous reste quelques minutes, est-ce qu'il y a-t-il des numéros où les victimes peuvent bien sûr appeler? Qu'on va d'ailleurs bien sûr afficher. Oui, alors c'est très important, oui. Faut pas oublier de communiquer là-dessus. Donc vous avez le 3919, donc qui est le numéro d'appel pour les victimes de violences. Je vous informe qu'en fait, ce numéro, si vous l'appelez, donc c'est un numéro national, et après, c'est dispatché suivant les différents départements. Donc si vous appelez ce numéro, vous tomberez sur une association qui se trouve en Guadeloupe. Donc ça, c'est très important. Après, vous avez donc, pour les enfants, c'est le 119 appel pour l'enfance en danger. Vous avez bien sûr le 17 qui est le numéro de la police nationale et le 0800 05 95 95, donc qui est pour tout ce qui est violence et viol pour femmes et information. Voilà. Alors, nous approchons bien sûr la fin de cette émission. J'aimerais que toutes les deux, alors bien sûr, Cassandra, si tu pourras dire, même, j'en profite d'ailleurs pour Cassandra, qu'est-ce que toi, Cassandra, tu dirais à la Cassandra de 5 ans qui voyait des violences conjugales et qui est devenue femme épanouie? Tu lui dirais quoi? Je lui dirais que je suis très fière de toi, très fière du parcours que tu as fait, tous les moments de haut et de bas qui nous ont formés tout ensemble. Et parce que la petite Cassandra, elle est toujours là en moi. On marche ensemble tout au quotidien. Et du coup, on grandit ensemble. Et elle me permet d'évoluer, elle me permet de me transcender et de passer ces moments difficiles. Mais je reste sûre d'une chose, c'est que voilà, on a encore du chemin à parcourir parce que toute notre vie, on apprend. Mais je suis déjà très fière du parcours qu'on a traversé ensemble. Alors, Laurence, j'aimerais que tu regardes cette caméra et que tu t'adresses aux victimes, hommes ou femmes, à toute personne qui vivent les violences conjugales, qui pensent que lorsqu'on vit ce traumatisme, on pense qu'on ne pourra pas se reconstruire. Quel message d'espoir, quel message que toi tu souhaiterais leur adresser? Alors moi, si je m'adresse aux victimes, donc on a un exemple comme quoi on peut s'en sortir. Donc effectivement, tout le monde peut s'en sortir. Une fois qu'on sort du déni et qu'on se rend compte de la situation que l'on vit et que ce n'est pas normal, le mieux, c'est effectivement, d'essayer de parler, de communiquer à une seule personne et de recevoir une parole bienveillante. Si cette parole bienveillante n'est pas reçue, appelez des associations. Il y a beaucoup d'associations en Guadeloupe qui sont capables de vous apporter une aide, que ce soit une aide juridique, une aide contre la précarité, une aide psychologique. Donc renseignez-vous auprès des associations qui font un travail formidable. Voilà, ce que je conseille, c'est vraiment d'essayer d'en parler, et c'est pour ça qu'il faut que tout le monde se forme pour pouvoir recevoir la parole des victimes. Alors, pour toutes les deux, où est-ce qu'on peut vous contacter? Alors, à toi, bien sûr, Cassandra, et après, ce sera à Laurence. Alors, vous pouvez me contacter sur les réseaux sociaux, à l'Instagram Talk Woman, mais également sur mon compte personnel, Cassandra Vignal. Vous pouvez me contacter, ou sinon, vous pouvez me contacter au 06 91 252 107. À toi, Laurence. Et on va bien sûr afficher comment aussi rejoindre le collectif Nous Toutes. Oui.
Oui, donc vous pouvez rejoindre le collectif Nous Toutes. Alors je vous signale juste que nous, on a 1 an et demi d'existence, donc on est, ce ne sont que des bénévoles. Donc vous pouvez nous rejoindre sur le compte Instagram Nous Toutes Guadeloupe. Vous pouvez participer à la communication sur les réseaux. Vous pouvez nous aider à mener des actions et voilà, vous êtes les bienvenus. Vous pouvez aussi regarder sur le site internet Nous Toutes Organisation, où vous trouverez énormément d'éléments sur la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Merci à toutes les deux d'avoir accepté mon invitation. Je voudrais, avant qu'on termine cette émission, d'adresser un message à tout le monde. En vous disant que vous êtes unique. En vous disant qu'il y a de l'espoir. N'ayez pas peur d'en parler. Dites-vous que vous n'êtes pas seul. La difficulté forge nous tous. La difficulté nous crée vers le succès. Toutes ces dames qui sont venues dans cette émission pour en parler, c'est pour vous dire que vous êtes tous debout. Je m'adresse à tout le monde, à toutes les femmes, à tous les hommes, à tous les enfants. En cas d'isot red, vous n'êtes pas tout seul. Il y a des gens qui sont là pour vous aider. Et croyez-moi, le chemin vous guidera toujours vers le succès. En tout cas, je suis très ému, très fier en tant que jeune homme, âgé de 24 ans, d'avoir animé cette émission sur les violences conjugales, qui est un sujet, c'est vrai, qui nous touche tous. Parce que, en cette émission, je pense à ma maman, qu'en métropole, que j'embrasse très fort, je pense à toutes les femmes que j'ai chéries tant, à toutes les personnes que j'ai chéries, en vous disant merci et en vous disant je suis très honoré. En tout cas, très chers téléspectateurs, j'étais très ravi d'être avec vous dans cette émission spéciale sur les violences conjugales dans l'émission Brian Talks. Alors, mesdames, on a une phrase qu'on va répéter tous ensemble. Ah oui, c'est vrai. Est-ce que vous êtes prêts? On est prêts. Que la force soit avec vous et que la lumière vous guide vers le succès. À bientôt. Sur Brian Talks. Boum.